Bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter un chapitre qui s'intitule Généralité sur les suites, donc sous-entendu les suites numériques, donc les suites de nombres. Alors du coup, les suites, qu'est-ce que c'est? Si par exemple, je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est la première suite que vous avez appris certainement dans votre vie, donc quand vous avez appris à compter. Donc c'est une suite numérique, ça va être une liste de nombres et une liste de nombres ordonnés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ou alors je peux très bien compter de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Ou alors je peux à chaque fois multiplier par 10 mon résultat. Donc si je commence à 1 fois 10, 10, fois 10, 100, fois 10, 1000, etc., etc. Donc ça va être une liste ordonnée de nombres. Alors, comme pour les fonctions, les suites, on leur donne des noms, et généralement, les lettres qu'on utilise le plus souvent, c'est U, V et W minuscules. Et on dit la suite UN, la suite VN, la suite WN. Alors, pourquoi le N? Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, ici, par exemple, quand vous parlez d'une fonction, et vous dites, par exemple, f de x est égal à x au carré, eh bien, quand vous dites f de 2, vous remplacez x par 2, et donc 2 au carré, ça vous fait 4. Ici, quand on dit la suite UN, et donc c'est comme ça que ça s'écrira, donc quand on parle de la suite, vous mettez du coup UN entre parenthèses, et ensuite on va vouloir calculer quelque chose qu'on va appeler le terme. Et dans ce cas-là, donc si la suite s'appelle UN, le terme, ce sera aussi UN, mais sans les parenthèses. Et donc, le terme, il faut savoir quel terme on va calculer, quel nombre, à quelle position. Et donc, la position de ce terme, c'est ce qu'on va appeler donc, n. Et donc, n, c'est ce qu'on appellera le rang ou l'indice. Alors, par exemple, quand je dis 1, 2, 3, 4, 5, etc., eh bien, le premier terme de cette suite numérique, c'est 1. Et donc, au niveau de sa position, donc c'est le premier terme, alors on pourrait commencer au rang 1. Mais très souvent en mathématiques, la position, le premier terme, quand on peut, eh bien, généralement, donc on commence à 0. Donc, si par exemple je dis 1, 2, 3, 4, 5, etc., donc 1, ça sera mon premier terme. Et donc, si la suite associée à cette liste de nombres, je l'appelle UN, 1, ça sera mon premier terme, mais ce premier terme, je vais l'appeler U0. Donc, U0, c'est-à-dire que n vaut 0. Ensuite, si je dis le terme suivant, donc si je compte de 1 en 1, donc ça sera 2, donc ça sera le deuxième terme. Mais du coup, si le premier terme c'est U0, le deuxième terme, ça sera U1. Donc le terme de rang 1 ou le terme d'indice 1. Maintenant, il faut savoir comment on peut générer une suite. Et donc, il y a deux façons de faire. Si par exemple je vous dis, voilà, on va partir d'un nombre et à chaque fois on va ajouter 10. On a un petit problème puisque du coup, je suis obligé de connaître le nombre de départ. Si je ne connais pas le nombre de départ, je sais que je dois ajouter 10, mais ajouter 10 à quoi? Donc dans ce cas-là, quand les termes suivants dépendent du précédent ou des précédents, alors on verra que dans ce chapitre, on fait ce qu'on appelle des relations d'ordre 1, c'est-à-dire qu'on va calculer le terme suivant seulement à partir du précédent. Mais il existe des suites où on peut calculer un terme en fonction des deux précédents. Donc ici, nous ferons ce qu'on appelle d'abord des formes récurrentes. Donc une forme récurrente, c'est quoi? C'est connaître un premier terme et une relation qui va lier le terme suivant au précédent. Alors, si par exemple je veux calculer le terme U1, eh bien il se calculera, si je suis sous forme récurrente, en fonction du terme précédent qui sera U0. Si je veux calculer U2, il se calculera en fonction du terme précédent U1. Plus généralement, si je veux calculer un terme quelconque, le terme après UN, eh bien on dira que ce sera le terme de rang suivant. Donc UN, si c'est le terme de rang N, eh bien le terme suivant, ce sera UN plus 1. Et donc ici, quand on écrit UN plus 1 en fonction de UN, c'est avoir une égalité qui permet de calculer UN plus 1 en fonction de UN. Connaissant bien évidemment le premier terme, si je ne vous le donne pas, vous ne pouvez pas calculer le terme suivant. Donc là, je vous donne un exemple. Je vous dis que le premier terme, donc ici, la suite s'appelle UN. Le premier terme, ici, son rang, c'est 0. Donc, il ne faudra pas se tromper quand on vous demande de calculer, par exemple, le premier terme. Le premier terme, des fois, les élèves pensent que c'est U1.
Des fois c'est vrai, des fois le premier terme c'est U1, mais souvent le premier terme c'est U0. Si on vous dit de calculer le troisième terme, le troisième terme, selon les cas, ça pourrait être peut-être U3, mais peut-être que ça sera U2. Parce que si je commence à U0, U0 ça serait le premier terme, U1 le deuxième, U2 le troisième. Donc ne pas se tromper entre calculer un terme avec un rang précis et calculer le 10e terme, 11e terme, etc. Et donc ça, il faudra tout simplement bien faire attention, votre suite, à quel rang elle démarre. Alors là, je vous ai donné un exemple. Donc le premier terme, donc, il est de rang 0, et donc on a U0 qui vaut 1. Et on a une égalité, donc qui lie UN plus 1 à UN. Et donc UN plus 1, c'est 3UN plus 2. Donc voyez UN plus 1 comme le terme suivant que vous voulez calculer, et UN comme le terme que vous avez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour calculer le terme suivant, quel qu'il soit, je fais 3 fois celui d'avant, 3 fois celui que j'ai actuellement, et je lui ajoute 2. Donc, par exemple, si là je voulais calculer le terme suivant, donc je connais U0, donc le terme suivant à U0, ça serait U1. Eh bien, U1, donc qui est le terme suivant, je vais faire 3 fois le terme précédent. Donc 3 fois qui? 3 fois U0. Et ensuite, je vais ajouter 2. Ensuite, vous remplacez, donc U0 il vaut 1, donc ça va vous faire 3 plus 2, ce qui vous donne 5. Sur le même principe, si vous vouliez U2, donc U2 c'est le terme qui suit qui? Qui suit U1 que je viens de calculer. Donc si à gauche du signe égal vous mettez U2, eh bien à droite vous le calculez U2 en utilisant U1. Donc à gauche je mets U2, à droite je mets U1. Si à gauche je veux calculer U10, eh bien à droite je vais devoir mettre U9. Sauf que là on a un problème parce que je ne peux pas calculer U10 tant que je n'ai pas U9. Mais pour avoir U9, j'ai besoin de U8. Donc ici, quand c'est de manière récurrente, on a un petit problème, c'est qu'on est obligé vraiment de les calculer de proche en proche. On ne peut pas calculer directement le terme qu'on veut sans avoir calculé tous les termes précédents. Donc nous, maintenant, on aimerait connaître une forme qui nous permettrait de calculer le terme qu'on veut sans avoir à se soucier des termes précédents. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la forme explicite. Donc une forme explicite, c'est un peu comme les fonctions. Quand par exemple je vous dis la fonction dont l'expression est f de x égale x au carré plus 7, vous pouvez calculer l'image de n'importe quel nombre x. Il suffit de remplacer x par le nombre que vous voulez. Et bien ici, sur le même principe, une forme explicite, ça sera calculé à un terme, donc pas en fonction des précédents, mais uniquement en fonction du rang. Donc si par exemple on nous dit qu'on veut calculer U10, je veux une égalité dans laquelle je vais tout simplement remplacer n par 10. Si je veux U20, eh bien ça sera une égalité où il suffira de remplacer n par 20. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici. Donc la forme explicite c'est une égalité, donc UN en fonction de n. Donc un exemple, UN est égal à 3n au carré plus 2. Donc ici on voit que le premier rang qu'on peut utiliser, ça va être n égale 0. Alors, un truc que je n'ai pas précisé avant, donc le rang d'une suite est toujours forcément positif. Donc, me parler par exemple du rang -1, du rang -2, ça ne veut strictement rien dire. Donc, le rang ici, au minimum, c'est 0. Là, il y a certaines où je ne pourrais pas utiliser 0. Si par exemple, vous prenez l'expression 1 sur n, 1 sur 0, je ne pourrais pas faire, puisque ça n'existe pas, on ne peut pas diviser par 0. Donc pour cette suite-là, 1 sur n, je commencerai au rang n égale 1. Ici, dans mon expression, je vois que je peux remplacer n par 0 sans problème. Et donc, ça me donnerait que U0, c'est égal à 3 fois 0 au carré plus 2, c'est-à-dire 2. Et là, vous voyez que je peux calculer directement, si je veux, U10, sans avoir à calculer tous les termes précédents. Si par exemple, je calcule U10, donc je vais remplacer n par 10. Donc ça va nous faire 3 fois 10 au carré plus 2. Donc 10 au carré, 100, fois 3, 300, plus 2, 300. Donc bien évidemment qu'on préfère les formes explicites, puisqu'avec les formes explicites, on peut vraiment calculer le terme que l'on veut. Avec une formule récurrente, je suis obligé de calculer les termes les uns après les autres. Alors, vous allez voir plus tard qu'avec certaines suites, on peut passer d'une forme récurrente à une forme explicite.
Maintenant, au niveau de la représentation graphique, on se dit qu'une fonction, on peut la représenter graphiquement, alors une suite, on doit pouvoir aussi le faire. Et donc attention au niveau donc, du vocabulaire. Pour les fonctions, on parle donc du x et du f de x, si la fonction s'appelle f. Le x est un antécédent, f de x, c'est l'image. Pour les suites, du coup, on parlera de n, du rang, et un, le terme. Donc, si on vous demande de représenter graphiquement une suite, ça revient du coup sur l'axe des abscisses à faire varier les rangs et sur l'axe des ordonnées à faire varier les termes. Et donc, la représentation graphique d'une suite, ce sera un nuage de points. Donc, attention, vous n'avez pas le droit de relier les points, parce que si vous reliez les points ici, là, vous voyez, donc comment ça se lie? Donc là, pour n égale 0, je vois qu'en ordonnée, je suis à 1. Donc le terme U0, il vaut 1. Ici, le terme de rang 1, on voit qu'il vaut 2. Et donc c'est ce que je vous ai récapitulé dans le tableau. On pourrait le faire pour U2, U3, U4 et U5. Imaginons que vous décidiez de relier les deux points. Eh bien, c'est comme si vous disiez finalement qu'il existe un rang, un terme qui aurait un rang qui serait compris strictement entre 0 et 1. Sauf que 0 et 1, ce sont deux entiers consécutifs, et entre deux entiers consécutifs, il n'y a pas d'entier. Or, on a dit que le rang d'une suite, c'était forcément un entier naturel. Donc par exemple, de me parler de U0,5, U0,2, ça n'a aucun sens. Donc ici, vous n'avez pas le droit de relier, et donc la représentation graphique est un nuage de points. Ensuite, on va étudier donc les variations d'une suite. Donc on connaît donc les variations d'une fonction, savoir si une fonction est croissante, décroissante. Pour les suites, c'est pareil, on voudrait savoir si bien, les termes, est-ce qu'ils augmentent, est-ce qu'ils diminuent. Et donc on va étudier les variations d'une suite. Alors une suite, elle est croissante si le terme d'après, il est toujours plus grand que le terme d'avant. Et ce, pour un rang quelconque. Donc pour un rang quelconque, dire juste que U1 est plus grand que U0, ça, c'est pas des rangs quelconques. Il faut vraiment le faire pour des rangs quelconques. Donc, on se place à un rang n, donc on s'intéresse à UN, et on le compare par rapport au suivant, donc UN plus 1. Donc, dans le cas où UN plus 1 sera supérieur ou égal à UN, eh bien, le terme d'après UN plus 1 sera plus grand que le terme d'avant UN, et donc la suite sera croissante. Si UN plus 1, donc le terme d'après, est plus petit que UN, le terme d'avant, la suite sera décroissante. Et si UN plus 1 est égal à UN, quelle que soit la valeur de n, on dira que la suite est constante, c'est-à-dire que tous les termes seront égaux à la même valeur. Alors, déjà, il faut faire une petite différence avec les fonctions. On sait qu'une fonction, par exemple, elle peut être croissante sur un intervalle, puis décroissante sur un autre, puis à nouveau croissante, autant de fois qu'on veut. Pour une suite, dire qu'une suite, elle est croissante pour les entiers entre 0 et 10, puis décroissante entre 10 et 20, ça ne se dit pas. Une suite, c'est soit toujours croissant, soit toujours décroissant, à partir d'un certain rang. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez des termes qui au début augmentent et après ça ne fait que de diminuer, eh bien on dira que c'est décroissant à partir d'une certaine valeur de n. Inversement, si par exemple vous avez une suite dont les termes diminuent, puis après ça ne fait que d'augmenter, eh bien on dira que la suite est croissante à partir d'une certaine valeur. Mais donc pour une suite, on ne dit pas qu'elle est croissante sur tel intervalle, puis décroissante sur tel intervalle, etc. etc. Voilà. Alors maintenant, comment étudier les variations d'une suite? Eh bien, vous avez trois méthodes. Donc la méthode qu'on utilise quasiment tout le temps, qui marche à tous les coups. Après, c'est vrai que selon les méthodes, selon les exercices, il sera plus intéressant peut-être d'utiliser la deuxième, voire la troisième méthode. Mais la première méthode, donc, elle marche tout le temps. Donc, finalement, c'est la méthode UN plus 1 moins UN. Donc, si UN plus 1 moins UN est positif, la suite sera croissante. Parce que si je reprends la définition ici, donc dire que UN plus 1 est plus grand que UN, si vous prenez le UN et que vous le mettez à gauche, donc c'est qu'on le soustrait de chaque côté, ça va nous donner UN plus 1 moins UN qui sera positif. Donc c'est bien ce que j'ai écrit ici. Pour montrer qu'une suite est décroissante, sur le même principe, si vous mettez le UN à gauche, vous allez avoir UN plus 1 moins UN qui sera inférieur à 0. Donc c'est bien ce qu'on a écrit ici. Et dans le cas d'une suite constante, ici, vous montrez, il faut que je change, que UN plus 1 moins UN est égal à 0.
Donc là encore, si la suite est constante, si vous mettez le un à gauche du signe égal, eh bien la différence sera nulle. Donc généralement, on n'arrive pas à montrer directement que un plus 1 est plus grand ou plus petit que un ou égal à un. Et donc, généralement, la méthode qu'on utilise, c'est d'étudier la différence, de regarder son signe ou si elle est égale à 0. Alors, dans le cas où le terme suivant il est strictement positif, il est strictement plus grand que un, c'est-à-dire strictement plus grand que le terme d'avant, ou inversement strictement plus petit, eh bien on parlera de suite strictement croissante ou strictement décroissante. Maintenant, une deuxième méthode qu'on peut appliquer, mais sous condition. C'est la méthode un plus 1 sur un. Alors attention, cette méthode ne se fait que si un est strictement positif. Donc, si un est strictement positif, donc soit l'énoncé vous le dit, soit vous êtes capable de le démontrer vous-même avec les données de l'énoncé, eh bien on va s'intéresser cette fois-ci à un plus 1 sur un, et on ne va pas comparer par rapport à 0 comme dans la première méthode, on va comparer par rapport à 1. Donc là encore, si votre suite un, donc les termes sont strictement positifs, et que je reprends la définition, eh bien si vous divisez par un nombre qui est strictement positif, vous ne changez pas le sens de l'inéquation. Donc si je divise de chaque côté par un, qui est strictement positif, à gauche je vais bien avoir un plus 1 sur un, et à droite je vais avoir un sur un qui me donne 1. Et donc on a dit que quand on divise par un nombre strictement positif, je ne change pas le sens de l'inéquation. Donc ici, si je divise de chaque côté par un, je vais avoir un plus 1 sur un supérieur ou égal à 1. Pour celle-ci, dans le cas où la suite, on doit montrer donc une suite décroissante, si vous divisez de chaque côté par un, le terme, le symbole ici ne changera pas de sens et donc on sera plus petit que 1. Et si les deux termes sont égaux, si vous divisez de chaque côté, vous allez bien avoir un plus 1 sur un qui sera égal à 1 et donc dans ce cas-là, la suite sera constante. Donc cette méthode, elle est bien pratique, notamment quand vous avez une suite qui est écrite par exemple sous forme fractionnaire ou alors en utilisant les puissances. Voilà, cette méthode-là sera bien utile, va faciliter les calculs, mais à condition que un soit strictement positif, sinon vous ne pouvez pas l'appliquer. Enfin, dernière méthode, eh bien finalement on pourrait se dire, là une suite, graphiquement, donc elle est représentée par un nuage de points, mais si on n'était pas limité à des valeurs de n qui étaient des entiers, on pourrait faire pour un nombre x réel, et donc on pourrait relier les points, et donc on aurait l'expression d'une fonction. Il suffirait de remplacer n, qui est un entier, par x, une valeur réelle. Et bien en fait, si on connaît les variations de la fonction associée, donc la fonction associée c'est quoi? Ici par exemple, dans un égale 3n au carré plus 2, la fonction associée, si je n'avais pas n mais x, donc x un réel, ça me donnerait donc 3x carré plus 2, donc, qui est un polynôme du second degré. Et bien, connaissant les variations de la fonction sur un certain intervalle, eh bien, on pourra dire que un partage les mêmes variations, mais sous condition, puisque ici, par exemple, un polynôme du second degré, vous savez que sa parabole, son orientation va dépendre du signe de a. Donc là, si je remplace n par x, ça va me donner 3x carré plus 2, donc parabole orientée vers le haut, donc décroissant, croissant. Or, on a dit qu'une suite, c'était soit tout le temps croissant, soit tout le temps décroissant à partir d'une certaine valeur. Donc là, on ne peut pas dire que le polynôme associé, il serait décroissant puis croissant, donc la suite aussi. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que la suite et la fonction soient définies sur un intervalle commun. Donc par exemple, pour les polynômes du second degré, ils sont définis sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Or, les suites, elles ne sont définies que pour les valeurs de n entières naturelles. Donc finalement, la troisième méthode vous dit que si vous avez un est égal à f de n, donc avec f qu'on appellera la fonction associée, eh bien connaissant les variations de f sur un intervalle i, de telle sorte que nos entiers naturels, l'ensemble des entiers naturels soient inclus dans i, eh bien dans ce cas-là, la suite un et la fonction partageront les mêmes variations. Donc ici, si f est croissante sur un intervalle i, et que n est inclus dans i, donc n ce sont les entiers naturels, les entiers positifs, i ça peut être par exemple 0 plus l'infini. Les entiers naturels, ils appartiennent bien à l'intervalle 0 plus l'infini. I ça peut être 0 exclu plus l'infini.
eh bien 0 exclu plus l'infini. Si notre suite, elle ne commence pas à n égale 0 pour le premier rang, mais à n égale 1, eh bien, tous les entiers strictement positifs, eh bien, ils appartiennent bien à l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et donc, dans ce cas-là, si la suite est définie sur les entiers naturels ou à partir d'un certain entier, de telle sorte que l'ensemble de ces entiers appartiennent à un intervalle i, donc, pour lequel on connaît les variations de la fonction, eh bien, on peut affirmer que la suite possédera les mêmes variations. Donc, si f est croissante sur i et que n est inclus dans i, alors un sera aussi croissante. Même principe avec décroissant. Si la fonction est décroissante sur i et que du coup, l'ensemble de définition de la suite est inclus du coup dans i, alors un partagera les mêmes variations que la fonction, et donc si f est décroissante, eh bien un sera aussi décroissante.